22 heures sur Téléjouichi. Bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs. Nous verrons au sommaire. Le chef de l'État, son Excellence Ismaël Margueli, a présidé les travaux de la 18e séance des conseils des ministres ce mardi 2 décembre. Et de là, nous irons donc en Algérie où se tient la 12e session du séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité sur le continent africain. Bonsoir à vous et bienvenue. Sous la présidence de son Excellence Ismaël Margueli, s'est tenue la 18e séance des conseils des ministres. À l'ordre du jour, 8 projets de loi. Je vous propose à présent d'écouter le porte-parole du gouvernement. Bismillahirrahmanirrahim. Sous la présidence de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef de gouvernement, a eu lieu ce mardi 2 décembre 2025, la 18e séance du Conseil des ministres. Ont été examinées 8 questions et approuvés les textes suivants. Première question, présidence de la République. Projet de loi portant approbation des comptes financiers 2024 de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État. Les comptes financiers de l'ANSSI pour l'exercice 2024 sont arrêtés en produit 457 88 876 francs et en charge à 479 221 862 francs. Les produits s'élèvent à 457,08 millions de francs Djibouti, en hausse de 68,1 millions de francs Djibouti par rapport à 2023. En 2024, l'ANSSI a mis en œuvre de nombreux programmes et actions dont la poursuite des projets de modernisation des archives, le développement de la seconde version de la plateforme du journal officiel électronique, le développement de la plateforme des marchés publics, l'extension du réseau intégré de l'État, le renforcement de l'infrastructure, réseau et système, la modernisation du système d'information de la préfecture ainsi que la rationalisation des systèmes d'information de la chaîne des dépenses publiques. Deuxième question. Projet de loi portant approbation des comptes financiers définitifs du Palais du Peuple pour l'exercice 2024. Les comptes financiers du Palais du Peuple pour l'exercice 2024 sont arrêtés en produit à 367 275 970 francs et en charge à 357 944 680 francs, soit un résultat excédentaire de 9 331 290 francs. Troisième question, ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme. Projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2024 de l'École nationale des études judiciaires. Les comptes financiers de l'exercice 2024 de l'École nationale d'études judiciaires sont arrêtés en produit à 52 282 927 francs et en charge à 63 922 708 francs Djibouti. Ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie. Projet de loi portant approbation et adoption des comptes financiers de l'Institut de la statistique de Djibouti, INSTAD, pour l'exercice 2024. Les comptes financiers de l'exercice 2024 de l'INSTAD sont arrêtés en produit à 394 853 411 francs Djibouti et en charge à 384 889 541 francs Djibouti, soit un résultat excédentaire de 9 961 870 francs Djibouti. Cinquième question, ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Projet de loi portant approbation des comptes financiers du Centre de recherche d'information et de production de l'éducation nationale, CRIPEN, pour l'exercice 2024. Les comptes financiers de CRIPEN pour l'exercice 2024 sont arrêtés comme en produit à 807 305 651 francs Djibouti et en charge à 679 914 029 francs Djibouti avec un résultat net de 127 576 369 francs Djibouti. Sixième question. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Projet de loi portant approbation des comptes financiers du CERD pour l'exercice 2024.
Les comptes financiers du CERT pour l'exercice 2024 sont arrêtés en produit à 934 184 842 000 francs Djibouti et en charge à 874 439 396 francs Djibouti, avec un résultat excédentaire de 59 745 446 francs Djibouti. Septième question. Projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2024 de l'Agence nationale de l'emploi et de la formation et de l'insertion professionnelle ANEFIP. Les comptes financiers 2024 de l'ANEFIP sont arrêtés en produit à 539 716 635 francs Djibouti et en charge à 616 20 173 francs Djibouti. Et sans transition, nous réécoutons le porte-parole du gouvernement pour sa deuxième partie du compte rendu. Ministère du Budget, huitième question. Projet d'arrêté portant approbation d'une parcelle de terrain au profit de l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social Aroulos. Le projet d'arrêté a pour objet l'attribution au profit de l'Aroulos d'une parcelle de terrain d'une superficie de 8,5 hectares située à Balbala. Cette parcelle de terrain est destinée à l'augmentation de l'offre de parcelles sociales. Enfin, en communication, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, a fait compte rendu sur la délégation conduite par son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh aux travaux du 7e sommet Union africaine-Union européenne qui s'est tenu à Luanda, en Angola, le 24 et le 25 novembre 2025. Le ministre a également fait un rapport sur la 46e conférence ministérielle de la francophonie qui s'est tenue du 19 au 20 novembre 2025 à Kigali, au Rwanda. Le ministre de l'Économie et des Finances chargé de l'Industrie a présenté un rapport de mission relatif à sa participation aux assemblées générales des PMA et de l'ONUDI tenues du 22 au 27 novembre 2025 à Riyad, en Arabie saoudite. Le ministre de l'Intérieur a présenté un rapport sur sa participation à la réunion biennale d'évaluation de la plateforme de soutien de l'IGAD tenue à Nairobi, au Kenya, du 25 au 27 novembre 2025. Le ministre de l'Agriculture, de l'Eau, de l'Élevage et de la Pêche et des Ressources halieutiques a fait un compte-rendu de sa participation à la conférence ministérielle de l'IGAD sur la transhumance et le développement de l'élevage organisée à Addis Abeba, en Éthiopie, le 21 novembre 2025. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles a présenté un rapport sur sa participation au 17e Salon minier de Dubaï, tenu du 17 au 24 novembre 2025 à Dubaï et à Fujairah. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles a présenté un rapport sur sa participation au 17e Salon minier de Dubaï qui s'est tenu du 17 au 24 novembre 2025 à Dubaï. Le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications a fait un compte-rendu de sa participation au Congrès régional de la téléphonie mobile 2025 de la GSMA dans la région MENA qui s'est tenu du 25 au 26 novembre 2025 au Qatar. Enfin, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a fait un rapport sur sa participation au 10e sommet de la connaissance 2025 qui s'est tenu du 18 au 20 novembre 2025 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Merci. Commerce et économie, l'association d'Omar et Dadal ont organisé hier à l'hôtel Ritzy une grande conférence suivie d'une foire commerciale réunissant 34 associations de femmes leaders dynamiques issues des différents secteurs d'activité. Événement d'envergure qui a été organisé en partenariat avec le secrétariat d'État chargé aux investissements privés, le ministère du Commerce ainsi que le président de la Chambre de commerce. Un espace dédié au leadership féminin et à l'innovation à la conférence avait pour objectif principal de renforcer la visibilité des initiatives féminines, mais également créer un cadre d'échange et de collaboration et de développement économique entre entrepreneurs et activistes. Les participants ont pu présenter leurs projets, partager leur expérience, échanger sur les défis rencontrés par les femmes dans le monde des affaires. Les stands exposés ont mis en lumière les recherches et diversité du travail des femmes telles que l'artisanat, le commerce, l'agroalimentaire, la mode, éventuellement l'innovation locale et bien encore.
La participation du secrétaire chargé aux investissements privés, le ministère du Commerce, en témoigne de l'importance portée à ce foire. Ces institutions sont réaffirmées donc leur engagement à soutenir les associations féminines, notamment par la formation à l'accès au financement, à la création d'environnements propices au développement, des projets et autres activités. L'association Domar Iodadal prévoit déjà des futures éditions encore plus ambitieuses afin de renforcer durablement la place de la femme dans l'économie nationale. Je suis parmi le comité exécutif de Domar Iodadal. Notre association a organisé la 4e foire commerciale, les conférences, et nous disons à la population djiboutienne, tout le peuple et surtout les femmes, de venir nous rejoindre, soutenir l'entrepreneuriat féminin. Je vous propose à présent d'écouter la présidente de l'association Domar Iodadal. La rencontre annuelle n'est seulement un événement économique, c'est un espace de rencontre humain, de partage et de compétences, de valorisation du travail et surtout de mettre la lumière sur la créativité et le courage des femmes et des jeunes entrepreneurs chaque jour qui traversent qui sont dans des conditions très difficiles. Depuis sa création, notre association s'est donnée pour mission d'accompagner, d'inspirer, d'ouvrir des portes. Nous croyons profondément au progrès durable qui se construit autour de la femme qui entreprend. Donc, il faut lui donner les moyens d'agir, de se former, de collaborer et de rayonner dans l'international. Cet événement qui est devenu un rendez-vous incontournable pour valoriser, dynamiser, créer une résilience pour les femmes chefs d'entreprise à travers les ateliers, les sessions de réseautage, l'expo-vente. Vous nous offrez un espace nécessaire pour échanger, bâtir des partenariats, présenter des produits et surtout inspirer une nouvelle génération. Aujourd'hui, nous savons que l'économie d'un pays, sans la pleine participation des femmes, n'est pas très dynamique. Les femmes représentent un formidable vivier d'innovation, de talent et de leadership. La secrétaire générale aux investissements, Mme Safia Mohamed Ali Gadili, a adressé un message d'encouragement aux femmes entrepreneurs. À l'écoute. C'est un immense honneur que d'être parmi vous aujourd'hui et très important pour moi d'être à vos côtés dans les moments cruciaux qui construisent la vie de l'association Dadal et Domar. Femmes et persévérance, femmes et effort, femmes et travail. Sans les mots, sans le sens de Dadal, Domar et Dadal. Je profite de cette excellente plateforme pour dire que les femmes réussissent, que les femmes ont obtenu leur victoire. Aujourd'hui, c'est une belle démonstration d'une réussite pour les femmes dans l'insertion du secteur privé. C'est un immense honneur aussi d'être avec vous pour exprimer ma joie immense et vous dire que, mesdames, le secrétariat d'État en charge des investissements et du développement du secteur privé est à votre côté. Les équipes techniques participent activement pour votre accompagnement dans l'élaboration dans l'accompagnement pour l'élaboration des business plans. Et ce série de discours a été clôturée par l'intervention du ministre du Commerce, Mohamed Ousmane Dirie. On l'écoute. Aujourd'hui, c'est un pas en avant pour la femme
entrepreneurs dans la lutte pour leur inclusion et leur participation dans le développement socio-économique de notre pays. Un jour pas comme les autres, et auquel je voudrais tout d'abord saisir cette opportunité qui m'est offerte pour partager le réel plaisir que j'éprouve d'être parmi vous à l'occasion de cette organisation de la foire annuelle de femmes entrepreneurs djiboutiennes qui sont très actives. Nous nous sommes ici réunis, si grand nombre, et avec détermination et intérêt pour parler de la femme entrepreneur. Je voudrais ici remercier l'ensemble des organisateurs qui ont initié non seulement cette foire commerciale, mais également qui comptent contribuer au développement socio-économique de notre pays. C'est une fierté. Autre nouvelle du pays, l'Institut de statistique de Djibouti a donc en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et l'appui technique et financier de l'UNICEF annonce l'ouverture officielle de la formation principale de l'enquête par GRAPH, indicateur multiple, une opération statistique de référence au niveau international et national. Cette formation marque une étape stratégique des processus de mise en œuvre de l'enquête, dont les résultats contribueront à une base essentielle pour l'élaboration, le suivi et l'évaluation politique publique en faveur des enfants, des femmes et des ménages djiboutiens. L'enquête MIC représente un instrument central pour la production des données fiables, actualisées et conformes aux standards internationaux, notamment dans les suivis des objectifs du développement durable. Processus de mise en œuvre de l'enquête, il vise à doter les équipes de terrain de compétences techniques nécessaires pour garantir la qualité des données qui seront collectées. Durant toute la période de formation, les participants seront formés à la maîtrise des questionnaires, les procédures de collecte et de confort aux standards internationaux, l'utilisation des tablettes et des outils numériques, les bonnes pratiques en matière confidentielle, les méthodes de supervision, contrôle des qualités et la gestion des équipes. Je tiens à saluer l'engagement et la disponibilité de l'ensemble des formateurs, enquêteurs, superviseurs et du personnel mobilisé pour cette enquête. Votre professionnalisme et votre implication sont indispensables à la réussite de cette opération nationale. Je vous propose à présent de suivre la représentante de l'UNICEF et le secrétaire général auprès du ministère de la Santé. Je peux vous dire de ma formation, moi aussi j'ai travaillé beaucoup avec la statistique, les enquêtes et surtout les outils pour la statistique, les données fiables pour la planification. Pourquoi? C'est un exercice très important, le MIX. En anglais, ça signifie Multiple Indicator Cluster Survey et ça implique déjà le mot indicateur. Ça veut dire, nous, ensemble avec le gouvernement, aujourd'hui représenté par M. Léger et ses collègues, ensemble, on supporte le gouvernement, le pays, pour mieux évaluer la situation des enfants et des femmes, des hommes, des communautés, des familles sur le terrain. Je suis très heureux d'être aux côtés de la représentante de l'UNICEF, aux côtés des représentants de l'INSTAD, pour procéder au lancement officiel de la formation des enquêteurs que vous êtes dans le cadre de la réalisation de cette enquête MIX 7. Nous sommes à la 7e enquête, édition. Djibouti avait déjà réalisé une enquête mixte en 2006. Pour nous, c'est la 2e fois que nous allons effectuer cette enquête. Et donc, c'est une enquête essentielle pour notre pays. Vous allez le voir durant la formation, c'est une enquête qui comporte des outils statistiques complets pour mesurer les progrès réalisés par notre pays dans les différents domaines, dans le domaine de la santé maternelle, infantile, dans le domaine de la
nutrition, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la protection de l'enfance, de l'hygiène, de l'eau, de l'assainissement, mais aussi des dimensions essentielles du bien-être de la population. Et dans la poursuite de la semaine dédiée à l'Agence des personnes à besoins spéciaux, on a organisé donc cette 7e édition de la Semaine nationale. Ce matin, à Ila Hotel, une série de 6 panels thématiques majeurs tenus simultanément. Cette initiative d'envergure vise à approfondir la réflexion nationale et les défis liés à l'handicap, renforcer ainsi la dynamique d'inclusion portée sur les institutions publiques, les partenaires techniques et la société civile. Ces panels ont réuni des experts responsables institutionnels, acteurs communautaires ainsi que les représentants des associations des personnes handicapées ont permis également d'aborder de manière structurée plusieurs enjeux prioritaires répartis en 6 thématiques, étant l'accessibilité, la mobilité, la santé mentale, les droits humains, l'handicap, l'inclusion dans l'handicap dans les régions, prévention de handicap, ainsi que les participations citoyennes dans la vie politique. À travers donc cette série de panels organisés simultanément, l'Agence nationale des personnes handicapées réaffirme l'engagement à renforcer la prise en compte des personnes à besoins spéciaux dans l'ensemble des politiques publiques et à promouvoir une société fondée sur l'égalité. Cette 7e semaine nationale de handicap s'est ainsi distinguée par ces échanges approfondis marquant une nouvelle étape. Voici à présent une série d'interventions recueillies par nos confrères. Aujourd'hui, en tant que panéliste sur les thèmes handicap et droits humains, dans le cadre de la Semaine nationale du handicap. Ce fut un moment fructueux et en échange, en émotion. Il y avait eu des échanges, des échanges clairs avec des discours francs. Il y avait des représentants de la société civile et cette semaine a été diligentée par la NPH, l'Agence nationale pour la promotion des personnes en situation de handicap. Et en tant que pénaliste, j'ai pu intervenir sur un certain nombre des éléments comme les textes qui érigent les personnes en situation de handicap. Le séminaire national de formation destiné à une vingtaine d'animateurs des centres de lecture et d'animation culturelle et autres responsables des centres de développement communautaire a débuté ce lundi 1er décembre au CDC de l'Eyabli Moustiquaire. La formation se déroulant sur 4 jours a été donc organisée par des coopérants. La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence de plusieurs responsables du ministère de la Jeunesse et de la Culture, dont Mme Masli Mohamed Hussein, responsable national du réseau LAC, ainsi que M. Suleiman Mohamed Abdi et Mme Rouria Hassan Jer. Animé par M. Ougousouf Oufo, responsable pour les compétences et animateurs et des centres communautaires. Durant ces 4 jours, les participants seront formés à la gestion des espaces culturels, au développement des projets communautaires, à l'animation des activités éducatives et à l'intégration d'outils numériques et leur action. Menée en 2024 par le ministère et l'OIF et qui a permis d'apprécier les performances du réseau CLAC de Djibouti, mais également de relever un certain nombre de points améliorés, dont le perfectionnement des animatrices et des animateurs. Ces derniers, les animatrices et animateurs, jouent un rôle prépondérant dans l'animation et plus généralement dans la vie des CLAC. Cette session donc, de cette semaine est aussi une occasion de leur donner une sorte de formation initiale pour qu'ils soient à mieux d'appréhender leurs fonctions, d'appréhender leur rôle et responsabilités au sein des CLAC. Donc, durant 3 jours, nous allons aborder des questions liées essentiellement à la gestion, au fonctionnement, au suivi et à l'animation des CLAC, que ce seront des éléments assez techniques. Donc, c'est des sessions à la fois très importantes, mais qui permettent également de beaucoup échanger avec les animateurs pour comprendre également les difficultés qu'ils rencontrent dans leur fonction et d'essayer ensemble de trouver
Je vous propose à présent d'écouter une autre intervention de cet atelier. Nous sommes au CDC de la Yablé Moustiquaire afin d'entamer et de débuter la session de formation et de renforcement de capacité des animateurs CLAC. Les CLAC sont les centres de lecture et d'animation culturelle en République de Djibouti. Un premier réseau est déjà disponible de 5 CLAC. Et donc aujourd'hui, les formateurs de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, sont à Djibouti afin de renforcer les capacités des animateurs du premier réseau. C'est une phase qui nous permettra également de se préparer pour le prochain réseau CLAC en République de Djibouti, qui sera de 9 autres CLAC pour Djibouti-Ville et dans les régions. Donc ici, aujourd'hui, les participants sont les animateurs des centres CLAC et les formateurs seront là pour les aider à améliorer leurs prestations auprès des abonnés des CLAC. Et donc c'est une formation qui durera 5 jours, du 1er au 5 décembre, afin de clôturer ce premier cycle et d'entamer la seconde phase qui est la préparation du second réseau CLAC en République de Djibouti. Le comité national de la charia relevant de la Banque centrale de Djibouti a organisé hier un séminaire intitulé « Ambiguïté, erreur dans l'application des produits financiers islamiques ». L'événement s'est déroulé dans la salle de conférence du Centre Al-Salam de formation, de recherche et de consultation, présidé par le cheikh Ibrahim Ibad Ibrahim, président du comité. Cette rencontre témoigne de l'engagement constant de la République de Djibouti à renforcer l'écosystème de la finance islamique et consolider ses cadres scientifiques et de la supervision. Ce séminaire a été donc animé par Dr Abdel Sater, arbitre international et expert en droit, finance islamique. Celui-ci a présenté des analyses scientifiques approfondies des ambiguïtés liées aux transactions financières islamiques en détaillant leur typologie selon leurs sources et leur domaine d'impact. Il a également passé en revue les erreurs les plus courantes de l'application des contrats tels que l'Ijra, qui fait partie donc des pratiques issues de l'environnement bancaire, mettant en évidence les principaux points de blocage. Et dans son allocution d'ouverture, le président du comité national de la charia, cheikh Ibrahim Ibad Ibrahim, a salué l'intervention de cet arbitre, mettant en avant son rôle majeur dans la formation des compétences nationales. Dans ce contexte, il a passé en revue les objectifs les plus importants de ce séminaire qui cherche à atteindre, notamment en ce qui concerne les problèmes contemporains liés aux produits financiers islamiques. L'événement s'est conclu par une appréciation générale des contenus abordés, assortis de recommandations visant à renforcer les canaux de communication entre les instances de la charia et le secteur bancaire, ainsi poursuivre les efforts scientifiques afin de garantir le développement durable conforme aux finances islamiques de Djibouti. Environnement cette fois-ci dans le cadre de la préservation de l'environnement. Un atelier s'est tenu donc pour le plan Palmer, le plan national d'intervention d'urgence contre la pollution marine accidentelle et par l'hydrocarbure. En substance, également les substances nocives potentiellement dangereuses. C'est tenu donc au Palais du Peuple ce matin. La rencontre a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Environnement. Cet atelier qui s'inscrit dans une dynamique de renforcement des capacités nationales en matière de prévention et de lutte contre la pollution marine. Il vise à adopter la République de Djibouti d'outils actualisés et conformes aux exigences internationales pour répondre efficacement aux incidents impliquant les hydrocarbures ou autres substances dangereuses. On a notamment pris part à cette session régionale de la mer Rouge et du golfe d'Aden, le secrétaire exécutif chargé de la gestion des risques et des catastrophes, ainsi que les officiers responsables de la protection maritime. Dans ce cadre, donc, le ministère de l'Environnement a procédé à une révision complète du pont Palmer. Cette actualisation permet désormais de doter le pays d'un cadre stratégique, juridique, opérationnel renforcé, intégrant les meilleures pratiques internationales et du mécanisme régionaux définis par le plan Palmer. Nous devons renforcer la coordination interinstitutionnelle et améliorer la capacité d'intervention face aux risques de déversement accidentel.
Nous tenons à remercier tous les partenaires qui nous ont soutenus durant ces projets. Et dans une série d'interventions successives, les représentants de la PASGA et le secrétaire exécutif chargé de la gestion des risques des catastrophes ont insisté sur l'importance de renforcer les actions de lutte contre la pollution maritime. Les conventions environnementales de l'Organisation maritime internationale ainsi que les efforts régionaux déployés par l'organisation que je représente, PASGA aujourd'hui, ont permis de réduire de manière significative la pollution d'origine maritime. Les incidents majeurs impliquant les hydrocarbures et les substances nocives potentiellement dangereuses ont nettement diminué au cours des dernières décennies, reflet ainsi d'une coopération internationale efficace et durable. Il est bien établi que des mécanismes de préparation et de réponse régulièrement testés sont à la fois une formidable opportunité économique, mais également un facteur de vulnérabilité pour notre pays. Elle nous oblige à être pleinement préparés face aux risques de pollution auxquels nous pouvons être exposés. Protéger notre environnement marin n'est pas seulement un devoir écologique, c'est un impératif pour la santé de nos populations, la sécurité de nos côtes, mais également la résilience de notre économie nationale. Face à ces défis, il est essentiel de disposer d'un outil opérationnel cohérent et conforme aux meilleures pratiques internationales. Et dans son allocution, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable a indiqué que la lutte contre la pollution maritime constitue une priorité nationale. On l'écoute. La position stratégique de Djibouti constitue un atout majeur, mais présente également un risque en cas de pollution marine de grande ampleur. Les hydrocarbures déversés dans le milieu marin représentent une pollution préoccupante tant à l'échelle nationale que globale, ayant des impacts négatifs sur des écosystèmes marins déjà vulnérables. Avec l'intensification des activités portuaires et la proximité d'un corridor maritime très fréquenté, Djibouti n'est pas à l'abri d'une catastrophe liée aux hydrocarbures. Par conséquent, la lutte contre la pollution maritime due au transport d'hydrocarbures et de substances nocives ou potentiellement dangereuses constitue une priorité nationale et une menace permanente nécessitant une stratégie de réponse efficace et efficiente. Afin de répondre à ces menaces, notre pays s'était doté d'un premier plan polymère actualisé en 2010 et révisé en 2012. Toutefois, le contexte politique, économique et géostratégique national et régional a profondément évolué ces dernières années. C'est dans ce contexte que le ministère de l'Environnement, avec l'appui technique du PERSIGA, a procédé à la révision des plans polymères. Ce document actualisé vise à doter la République de Djibouti d'un cadre stratégique, juridique et opérationnel pour la préparation, la prévention et la réponse aux pollutions marines, accidentelles et conformément avec la couverture avec les conventions internationales et les mécanismes régionaux du plan de contingence de PERSIGA. Coup d'envoi officiel de la FIFA Arab Cup 2025, cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée dans l'imposant stade Al-Bayt Al-Khor en présence de son Altesse l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. De nombreuses figures du football mondial ainsi que une délégation officielle ont assisté donc à ce coup d'envoi. La délégation djiboutienne conduite par Khadija Ibrahim Driss, secrétaire général auprès du ministère chargé au sport, accompagné de Ahmed Ali Hamad, directeur adjoint de l'Agence nationale de la promotion des sports, ont assisté à la tribune, depuis les tribunes donc à cette ouverture. Le match d'ouverture a vu le Qatar, pays hôte, s'incliner face à la Palestine qui a marqué l'unique but de la rencontre dans l'arrêt de jeu, créant la première surprise du tournoi. Dans l'autre rencontre du groupe A, la Syrie s'est imposée 1-0 face à la Tunisie, réalisant elle aussi une belle performance inattendue. Et c'était dans les titres, donc la 12e session du séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité sur le continent africain.
Connu sous le nom du processus d'Orient, s'est tenu en Alger, réunissant les principaux acteurs africains engagés dans la promotion et stabilité et du multilatéralisme sur le continent. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, a prononcé l'allocution d'ouverture. Il a salué dans son discours le leadership diplomatique de l'Algérie ainsi que son rôle constant et constructif au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a rendu un hommage aux membres sortants du Conseil de sécurité, la Sierra Leone et l'Algérie en l'occurrence, tout en accueillant chaleureusement la République démocratique du Congo et le Libéria qui rejoignent le Conseil de sécurité. Dans son intervention, le président de la Commission a réaffirmé l'importance du groupe africain, véritable passerelle entre l'Union africaine et les Nations Unies. Il a insisté sur la nécessité d'une unité de position dans l'avancement de la résolution, du renforcement de lutte contre le terrorisme, les financements équitables, durables et prévisibles pour les opérations de maintien de la paix. Et de là, nous allons en Cisjordanie avec des arrestations et raids israéliens qui s'intensifient dans le pays. Villes et villages en Cisjordanie ont connu une nouvelle vague d'arrestations alors que les forces israéliennes ont mené des raids sur tous les territoires. Au moins 23 Palestiniens ont été arrêtés, parmi lesquels d'anciens détenus ayant déjà purgé leur peine en prison. Les opérations se sont déroulées principalement la nuit ou avec des incursions dans les domiciles, des interrogatoires menés sur place et des dégâts causés aux biens lors des fouilles. Ces séries d'arrestations surviennent dans un contexte d'intensification continue des opérations militaires accentuant les tensions et la précarité en Cisjordanie répétée qui contribue à un phénomène de déplacements internes de nombreuses familles ayant dû quitter leur domicile en raison des violences et dommages causés sur leur personne ou sur leur maison. Des estimations locales indiquent que des centaines de maisons ont été détruites lors des raids aériens. Les autorités israéliennes présentent ces opérations comme des mesures visant à neutraliser les combattants palestiniens actifs dans différentes zones de la Cisjordanie. Et c'est tout, nous refermons sur cette information. Vous étiez sur Télé Djibouti. Merci pour votre aimable fidélité.